Alors tout d'abord parce que j'ai un parcours politique ici en Belgique de plus de 10 ans. Et pendant 10 ans, je me suis vraiment à chaque fois heurtée à la question européenne. C'est-à-dire que la plupart de nos lois, 80% de nos lois sont impactées par des lois européennes. Et souvent, on les prend peut-être avec 2, 3, 4 ans de retard quand elles arrivent au niveau belge. Et donc je me suis dit, mais il faut prendre la loi européenne, le règlement européen à la base, à la source. Et il faut aller se battre dans ce Parlement, d'une part pour pouvoir mieux appréhender les dispositifs qui y sont pris, et d'autre part avoir un impact sur nos sociétés au travers de ces règlements européens. Et donc pour moi, l'Europe est vraiment le niveau de pouvoir qui organise le plus notre quotidien aujourd'hui, et la plupart des gens ne le savent pas. Alors moi je suis une Européenne convaincue, donc pour moi je pense que la solution c'est l'Europe. Mais je n'ai pas envie de défendre l'Europe d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette Europe libérale que l'on subit depuis 10-15 ans actuellement, parce qu'elle n'apporte pas les solutions. Donc si cette Europe avait apporté des solutions par rapport aux personnes, par rapport aux situations, par rapport aux entreprises par exemple, eh bien on aurait pu dire, voilà, c'est pas forcément mon point de vue, mais c'est un point de vue qui peut fonctionner. Aujourd'hui, on vit énormément de difficultés à l'intérieur de l'Europe, qui sont des divergences entre les différents pays, des divergences économiques, des divergences sociales, et l'Europe n'y apporte pas de solution. Donc moi je dis, il y a vraiment des priorités qu'on doit mettre actuellement sur la table de l'Europe. C'est bien entendu par exemple la lutte contre le dumping social, fiscal et environnemental. Je pense que le dumping est le fléau de l'Europe. Il est le fléau à l'intérieur de l'Europe parce qu'il joue des concurrences entre les différents pays. Or, je pense que l'Europe doit être un espace où on se renforce mutuellement et non pas un espace où on se déforce. Et donc aujourd'hui, on est plutôt dans ce jeu de concurrence-là, mais aussi le jeu du dumping social, fiscal et environnemental à l'extérieur de l'Europe. Donc on joue le jeu du libre marché, de la libre concurrence, alors même que tous les pays qui nous entourent ne jouent absolument pas ce jeu-là. On a remarqué qu'il y a 5 ans, il y avait 230 mesures de protection des pays voisins, des pays partenaires, et après 5 ans de travail de soi-disant essayer de faire du libre-échange, on en a 150 mesures de plus en matière de protectionnisme. Et nous, on libéralise tout. Et donc je pense que là, il y a vraiment une notion de protection européenne qui doit être mise en œuvre. Alors, il y a énormément de chantiers, mais pour moi, je pense qu'un des premiers chantiers prioritaires doit être la lutte contre le dumping social à l'intérieur de l'Europe, c'est-à-dire venir avec la question du salaire minimum, non pas le salaire minimum pour toute l'Europe, c'est-à-dire le même, mais un salaire minimum qui est calculé sur les standards des pays en question, donc c'est-à-dire calculé sur base du salaire médian du pays. Mais chaque pays doit avoir un mécanisme de protection en termes de salaire minimum. La directive détachement, bien entendu, qui aujourd'hui est problématique, elle date de 96, et cette directive est vraiment quelque chose qui vient casser notre modèle social. Quand on a des travailleurs en Belgique qui travaillent dans le secteur de la construction à 2 € de l'heure, alors que les mécanismes de concertation sociale nous ont amenés à du 14 € de l'heure, pas pour le plaisir, tout simplement parce que le niveau de vie, si vous voulez vivre correctement, si vous voulez consommer correctement, eh bien 14 € de l'heure, c'est un standard minimum que l'on doit pouvoir garantir. À 2 € de l'heure, vous vivez dans un taudis, vous ne pouvez pas éduquer vos enfants et surtout, vous n'avez pas de sécurité sociale. Et donc moi, je suis pour un modèle social européen qui protège le citoyen européen. Donc pour moi, la directive détachement est vraiment quelque chose que nous devons impérativement mettre sur la table. Et une deuxième priorité pour moi est l'Europe et le monde, ses échanges économiques, c'est la manière dont elle travaille avec le reste du monde. Moi, je pense qu'elle doit être dans l'échange juste et non pas dans le libre-échange. Le libre-échange est une idée qui peut sembler intéressante, mais elle n'est absolument pas pratiquée. Et nous sommes les seuls à vouloir pratiquer ce libre-échange. Et donc, je pense que nous devons travailler sur la question de l'échange économique juste avec nos pays partenaires. Alors justement, donc on a cette fois la possibilité d'avoir à la fois, suite aux élections, un parti socialiste qui reprend sa couleur, c'est-à-dire où il pourrait devenir majoritaire, mais aussi, grâce à ce parti socialiste qui deviendrait le premier parti, une commission qui serait aussi avec un leader, qui serait un leader de gauche. Or, la commission est la force de proposition de l'Europe. On a ces 3 pouvoirs à l'Europe qui sont le Parlement, bien entendu, qui est démocratique, mais qui n'a pas l'espace de l'initiative,
on a la Commission qui est le pouvoir d'initiative, donc qui donne l'agenda du travail européen, et on a bien entendu le Conseil. Donc plus on peut amener de propositions de gauche dans ces trois instances, Parlement, Commission et Conseil, mieux on pourra avancer. Aujourd'hui, on a un Parlement de droite, une Commission de droite et des conseils de droite. Et donc c'est compliqué d'avoir des propositions de gauche et surtout qu'elles passent. Alors moi, Martin Schulz a, en tout cas son parti au niveau du SPD aussi, a directement montré que par rapport à une proposition sur le salaire minimum, il le partageait dans la mesure où la première revendication qu'ils ont faite à l'Allemagne a été le salaire minimum et ils l'ont obtenu. Et donc je pense que c'est déjà un gage. On pouvait à un moment donné dire oui, mais le SPD a été à l'initiative d'un certain nombre de réformes en Allemagne qui étaient des réformes difficiles au moment de la réunification allemande. Aujourd'hui, Martin Schulz s'est inscrit dans une Europe qui est une Europe sociale, une Europe protectrice, une Europe de l'investissement et de la relance. Et donc nous ne pouvons que soutenir une candidature telle que celle-là. Alors pas du tout. Donc moi je pense que Cohn-Bendit a lancé cette question et je ne pense pas qu'il disait que les transactions sur la formation de la commission étaient faites. Il a dit les trois partis, à savoir le SND, le PPE et la LDE, les libéraux, se sont mis d'accord pour dire si les socialistes ont la direction de la commission, le PPE pourrait avoir la présidence du Parlement et la LDE pourrait avoir la présidence du... Non. Il n'y a pas d'accord. Et d'ailleurs, Cohn-Bendit a dit il n'y a pas d'accord officiel. Il y a des discussions. Qu'il y ait des discussions entre les grands partis du Parlement européen, ce n'est pas un problème. C'est comme quand on va composer un gouvernement ici, ben vous savez, on doit parler avec les partis avec lesquels nous sommes partenaires. Mais il n'y a pas d'accord aujourd'hui. Ce serait un petit peu malvenu d'avoir un accord alors même que les élections ne sont pas arrivées et que, on doit le dire, même si on espère gagner en tant que SND, les chiffres ne montrent pas encore une victoire haut la main. Et donc, faire ce genre de pari avant les élections me semble extrêmement risqué. Pour moi, les jeux ne sont pas faits. Nous, ce que nous disons tout simplement, c'est que si le SND est le premier parti au niveau du Parlement, il doit y avoir une commission en phase avec le Parlement, à savoir une direction qui est une direction pour Martin Schulz. Alors moi je pense qu'il y aura des alliances qui devront être trouvées pour mener un certain nombre de politiques au niveau de l'Europe. Et ces alliances, elles devront aussi être trouvées avec des Verts européens, avec des partis de gauche qui sont les plus petits partis. Il faut qu'on trouve les alliances pour faire en sorte que l'Europe soit une Europe de gauche. Alors moi je pense que la décision européenne a besoin de beaucoup plus de transparence, beaucoup plus. S'il y a une crise de confiance des citoyens vis-à-vis de la décision européenne, c'est qu'elle n'est pas transparente. Elle n'est pas transparente dans le temps, elle n'est pas transparente dans la publication, la publicité de ces négociations, et elle n'est pas transparente due au fait qu'il y a effectivement énormément de lobby. Alors, faisons attention quand on parle de lobby, moi je dis toujours, moi je suis toujours lobbyé par les ONG. Mais les ONG sont des lobbies, et on doit pouvoir les rencontrer, on doit pouvoir... Et donc le lobby en tant que tel, c'est-à-dire un pouvoir, quel qu'il soit, qui vient vous sensibiliser sur une cause, quelle qu'elle soit, c'est de la démocratie. On n'est pas dans un espace non démocratique. Ce qui n'est pas démocratique, c'est quand un lobby essaye de vous acheter, c'est-à-dire vous offre quelque chose pour défendre une position qui est une position X et Y. Là, on tombe dans ce qui n'est pas démocratique. C'est la raison pour laquelle la Commission, le Parlement vient de voter des règlements par rapport à l'identification, par rapport à la labellisation d'un certain nombre de lobbies qui doivent se déclarer et qui doivent dire qui ils ont vus, comment ils les ont vus, pour quel domaine ils les ont rencontrés, pour voir exactement où se jouent les jeux d'influence. Mais je trouve ça très étonnant. Vous savez qu'un parti de droite prenne un texte d'un cigarettier, par exemple, et le dépose au Parlement. On sait qu'il y a des partis qui défendent les industries. On le sait. Enfin, je veux dire, quand les gens votent pour un parti libéral qui dit libre champ à l'économique, faut pas qu'on s'étonne que ce parti prenne une position. C'est comme si on s'étonnait que je prenne une proposition d'Amnesty International et que je la dépose comme étant une référence
par rapport à une législation sur la protection des droits de l'homme. Ben, je veux dire, moi, ça ne me dérangerait pas, je l'ai déjà fait d'ailleurs, quand on a travaillé sur la question tunisienne avant la révolution de Ben Ali, j'ai été lobbyée par Amnesty International qui m'a apporté un dossier que j'ai lu, que j'ai prise et que j'ai transformé en résolution au Sénat. On peut pas, personne ne m'a dit ouh là là, qu'est-ce qui se passe? On sait que je suis quelqu'un de gauche et que je défends des positions qui sont celles-là. Et donc là où les gens doivent faire attention, c'est que ils ne peuvent pas voter pour une personne et demander l'inverse. Quand on vote pour des gens qui défendent l'industrie, il ne faut pas s'étonner que l'industrie vienne les rencontrer, ou bien les banques, et que ces personnes déposent ce genre de législation sur la table. Et donc, le lobby pose difficulté quand il vous achète, quand il y a transaction. Quand il y a échange d'idées, je pense que le lobby ne pose pas de problème. Il est là pour vous informer d'une situation à vous, en fonction de ce que vous défendez, de savoir si vous adhérez ou si vous n'adhérez pas à ce genre de choses. Mais tous les lobbies n'ont pas le même accès au pouvoir décisionnel. Justement, et donc c'est là qu'il faut faire attention, c'est-à-dire il faut qu'on ait beaucoup plus de transparence sur qui, comment, pourquoi. Mais quand vous dites tous les lobbies n'ont pas les mêmes accès, moi par exemple, les ONG ont plus d'accès chez moi que les banques. Je trouve que par exemple, la solution de dire la commission doit être en phase, le pouvoir de la commission doit être en phase avec le pouvoir du Parlement, c'est-à-dire quand on a un Parlement de gauche, il faut une commission qui donne un tempo à gauche, quand on a un Parlement de droite, on a une commission qui donne un tempo à droite. Parce que la commission, c'est l'exécutif du Parlement, mais c'est aussi un pouvoir d'initiative. Donc, si la commission ne suit pas le pouvoir démocratique qu'est le Parlement, il y a un déficit démocratique. Et donc c'est là qu'on est dans une situation un peu difficile. Alors le deuxième déficit démocratique, c'est quand la Commission veut en faire plus que ce que le Parlement lui a demandé de faire. Je prends l'exemple sur la question de la coordination budgétaire. Le Parlement a dit, et ça a été voté, enfin nous en tant que socialistes de Belgique, nous étions contre, mais bon, ça a été voté, il faut coordonner les budgets des États membres. Et il faut que ces budgets soient avec une dette publique qui approche les 60% et un déficit qui n'excède pas les 3%. En gros, on est dans ces règles. Ça a été voté, on dit ok, c'est un règlement, on va l'appliquer. Et puis la Commission vient en disant on va en mettre une couche en plus. Et on va, par le biais des recommandations, par le biais des contrats, donc la Commission voulait établir des contrats avec les États membres pour appliquer un certain nombre de recommandations. Et donc la Commission a voulu non seulement faire plus que le Parlement européen, mais bypasser les parlements nationaux. Et là on dit, là ça va trop loin. C'est-à-dire, il y a un Parlement, c'est démocratique, c'est élu, et il y a des parlements nationaux qui ont la possibilité de transformer ce que le Parlement européen a demandé de faire. Si la Commission joue alors un rôle politique idéologique qui va au-delà de ça, alors là il y a un problème démocratique. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui quand Olli Rehn dit la solution c'est de diminuer les salaires. Olli Rehn n'a rien à dire. Olli Rehn doit dire est-ce que les États membres respectent, donc c'est la gardienne des traités et des règles qui ont été établies, est-ce que les États membres respectent ce qui a été fait par le Parlement, oui ou non, mais il ne doit pas en mettre une couche supplémentaire. Et aujourd'hui, c'est la ligne qui a été franchie par la Commission, c'est-à-dire qu'elle va trop loin par rapport à ce que les États membres doivent faire sans avoir le soutien démocratique. Et là, je trouve qu'il faut vraiment qu'on soit très attentif, parce qu'alors on a de l'idéologie là où il ne devrait pas y en avoir. Alors, moi, c'est pas comme ça que je le vois, du tout. Je ne pense pas que De Gucht voit le poste de commissaire comme une consolation. D'ailleurs, si demain on lui demande de continuer comme commissaire ou comme ministre, je pense qu'il préfère continuer comme commissaire. Ouais. Donc, je ne pense pas du tout. D'ailleurs, par exemple, moi, quand on m'a dit « mais tiens, vous allez à l'Europe, c'est parce que vous n'avez plus d'espace en Belgique », je dis pas du tout. On m'a donné le choix en disant « est-ce que tu veux continuer à travailler sur l'espace politique belge ou sur l'espace politique européen ?» J'ai dit « l'Europe tout de suite », parce que je trouve que c'est là que les choses se passent pour l'instant. Et donc, je pense qu'il y a aussi un rôle des médias
qui eux-mêmes ont tendance à dire oui mais bon, si on va à l'Europe c'est qu'on n'est plus sur la scène politique. Et moi je revendique le fait qu'au contraire, quand on est à l'Europe, c'est justement parce qu'on revendique un espace politique qui est plus large que celui qu'on occupe à l'Europe. Je pense que Verhofstadt a occupé de manière exemplaire l'espace européen. Pas parce qu'il est usé au niveau belge. Il aurait pu très bien avoir une fonction au niveau belge, mais tout simplement parce que l'espace politique européen lui donne beaucoup plus de pouvoir qu'elle ne lui en donne au niveau national. Au Parlement européen. Je l'ai dit, j'ai dit clairement, je vais à l'Europe pour être à l'Europe. Première chose, comme je l'ai dit, nous ne voulons pas utiliser les traités, comme des outils de dérégulation. Or, aujourd'hui, c'est comme ça que De Gucht le met sur la table. C'est-à-dire, les États et l'Europe décident d'un certain nombre de règles, dont, par exemple, les Européens ont décidé qu'ils devaient être protégés sur les volets sanitaires, par exemple, avec un certain nombre de conditions. On a décidé d'adhérer aux normes de Kyoto et de dire on va respecter l'émission de gaz à effet de serre avec un objectif à 2020. Ça, ce sont des règles qu'on s'est données. Et puis, par un traité, on accepterait que ces règles soient balayées parce qu'on se serait... on aurait signé quelque chose avec les États-Unis et donc toutes ces règles, qui auraient été des règles votées démocratiquement en Europe, seraient balayées parce qu'on aurait signé un traité. Et donc, nous disons, on n'est pas d'accord. Dans ces traités doivent figurer les règles qui sont les règles européennes pour lesquelles la population nous a mandatés pour les défendre. Si cela est dans le traité, on n'a pas de problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y a dans le traité, vu que c'est opaque. Le mandat de négociation qui est donné par le Conseil au commissaire, on dit « Ok, voilà les balises, pour le reste, allez-y, et puis vous revenez ». Mais quand il revient, il est trop tard. Et donc, on veut absolument que le Parlement puisse avoir un rôle à jouer. Pourquoi le Parlement ? Parce que c'est lui qui protège démocratiquement les Européens sur ce qu'ils leur ont demandé de faire. C'est pas la Commission, elle n'est pas élue, la Commission. Et donc, on veut qu'il y ait ce jeu démocratique qui s'opère entre le Parlement européen et la négociation qui a lieu. Et pas uniquement des intérêts économiques, mais bien des intérêts de la population. Et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. Donc moi je dis, le traité avec les États-Unis, oui, s'il respecte la protection des Européens telle qu'elle a été demandée et votée. Non, si c'est juste un traité qui est un traité économique pur et dur, qui dit c'est 4% de PIB. À quel prix 4% de PIB? Et donc on n'est pas d'accord de venir avec cet instrument qui est, oui mais c'est 4% de PIB pour l'Europe. Non, on veut savoir ce qu'il y a derrière cette croissance de 4%. Bien sûr. Alors, il y a deux réalités. Un, l'espace médiatique européen est très loin des gens. Et donc, aujourd'hui, si vous regardez la télé, si vous lisez les journaux, l'espace dédié à l'Europe est très très faible. Et donc, les gens n'ont pas l'habitude de cette démocratie européenne. On va vous parler, vous savez, même les Belges, ils connaissent la politique française, ils connaissent la politique belge, ils la connaissent, même si c'est compliqué. Mais dès que vous tombez sur l'espace européen, vous leur demandez qui est le président du Parlement européen, ils n'en savent rien. Que fait le Conseil, on ne sait pas. Et que fait la Commission, encore moins. Et donc, il y a vraiment ce qu'on appelle l'aréna, enfin l'espace public médiatique n'est pas vivant, en fait. Et ça, on doit le faire vivre. Je pense que c'est vraiment une chose. Je pense que, alors, il y a cette Euronews, cette télé qui existe. Moi, je pense qu'on devrait réserver à des JT ou à des colonnes particulières dans les journaux des espaces qui sont des espaces publics. Donc, pas uniquement dans une chaîne européenne, parce que quand vous allez voir la chaîne européenne, c'est que vous avez déjà un intérêt à l'Europe. On le vit très bien en Belgique. Il y a une tension entre la Flandre et la Wallonie parce qu'il n'y a pas d'espace public commun. Et si vous vous intéressez à la politique flamande, enfin si vous allez écouter la chaîne flamande, c'est parce que vous vous intéressez déjà à ce qui se passe au niveau de la Flandre. Mais aujourd'hui, la plupart des Wallons et des Bruxellois ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Tout simplement que l'espace politique et public n'existe pas entre les deux. Et je pense que l'Europe vit exactement le même déficit médiatique.
Alors, d'une part, ça je ne sais pas, mais je ne sais pas comment le caméraman a fait, mais on peut vivre, et alors c'est toute la difficulté. Le processus démocratique d'une loi ou d'un règlement, c'est d'abord le travail en commission, et ensuite le travail en plénière. Qu'est-ce qui se passe? Donc chaque parlementaire a 2 commissions dans lesquelles il travaille, maximum 2 commissions. Et donc il vient défendre, alors en fonction du rôle qu'il a, il vient, avec le rapport qui est fait au niveau de la commission, défendre une position au niveau de la plénière. Si moi je décide de travailler dans la commission emploi, affaires sociales, je vais être bien entendu beaucoup plus attentive en tant que parlementaire à ce qui va se faire en plénière sur cette commission. Et je vais dire à mon collègue français de mon groupe, qui est dans la commission environnement ou agriculture, d'aller défendre le point de vue du groupe agriculture à la commission. Je ne vais pas forcément être présente au moment où lui va défendre la question de l'agriculture, où il est le plus expert en la matière. Donc on ne peut pas demander à tous les parlementaires d'être experts dans toutes les matières, c'est pas possible. Et donc, si au moment où on parle en plénière de la question de l'agriculture, je ne serai peut-être pas présente, parce que j'aurai mon collègue expert en la matière qui viendra défendre le point de vue de mon groupe. Et donc je pense que là on doit faire comprendre les choses aux citoyens, c'est de dire être en plénière et être avec son ordinateur en train de travailler sur autre chose, juste parce qu'il faut être sur son siège, je trouve que c'est pas plus démocratique que d'être dans son bureau en train de travailler sur les matières sur lesquelles on nous a demandé de travailler. Par contre, quand on a défendu une matière et qu'on n'est pas en plénière pour aller la défendre, là je trouve que c'est problématique. Ou quand on est payé pour être en plénière, qu'on va pour signer, pour dire soi-disant on y est, mais qu'on part, là je trouve que c'est problématique. Soit on y est et on y travaille et on y défend quelque chose, soit on n'y est pas. Mais aller signer, soi-disant, dire qu'on y siège alors qu'on n'y est pas, je trouve que là c'est du vol et qu'on ne doit pas pouvoir le faire de cette manière. Alors moi je pense que les socialistes ont fait un travail qui n'est pas toujours passé. Donc quand on regarde par exemple les votes, j'ai parlé tout à l'heure de la coordination budgétaire, les socialistes sont venus en disant on n'est pas d'accord que par le two-pack, donc il y a eu le six-pack et le two-pack, que par le two-pack on ait des mesures encore plus contraignantes vis-à-vis des États membres. On veut que les États membres aient des possibilités d'atteindre les objectifs. On a dit, on n'est pas d'accord de voter de cette manière-là, on a été battus. Et donc, beaucoup de propositions ont été faites par les socialistes au Parlement européen, mais la démocratie a fait, on n'a pas pu obtenir un certain nombre de choses. Est-ce qu'il faut pour autant baisser les bras? Je ne pense pas. Donc, on a par exemple travaillé sur, on a beaucoup parlé du traité avec les États-Unis, du TTIP. On a, en tant que socialiste, voulu bloquer l'accord de libre-échange avec la Colombie. Pourquoi? Parce que la situation des syndicats était une situation peu respectée au niveau colombien. On l'a fait au niveau belge, on a bloqué les accords d'investissement. Les socialistes ont porté une voix au niveau d'Europe. Donc je pense que ce sont des choses qu'on peut effectivement faire, pour lesquelles on peut trouver des alliances. C'est pas simple, quand on n'est pas un parti majoritaire, un groupe majoritaire, il y a le jeu démocratique qui joue et on peut se faire battre souvent, surtout qu'il y avait des alliances PPE à LDE sur un certain nombre de choses. Donc c'est-à-dire que la question, donc on a obtenu, les choses me reviennent, il y a eu un beau travail qui a été fait sur la question des marchés publics, où l'apport des socialistes a été important sur les responsabilités solidaires, sur les... donc ça, je trouve ça intéressant. Le SND a obtenu un certain nombre de choses. Sur d'autres, où est-ce qu'on n'a pas obtenu, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas obtenu gain de cause. En général, je retiens là où on a obtenu et je ne retiens pas là où on n'a pas obtenu. J'avais fait une liste, mais de mémoire, je suis incapable de vous dire. Mais on ne peut pas en vouloir de ne pas obtenir. C'est-à-dire que là, c'est le jeu démocratique. Moi, je dis, quand on essaye d'obtenir plus que ce qu'on pèse, c'est toujours une victoire d'obtenir plus que ce qu'on pèse, mais en même temps, le jeu démocratique fait qu'un parlementaire égale une voix, et que c'est ce jeu-là qui s'applique.
J'espère, je l'espère fortement. Il suffit pas d'espérer. Je pense que tous les pays. Alors en Belgique, on est dans une situation particulière parce que il y a l'obligation du vote. Et donc la question est plus d'aller voter pour les Européennes. Et moi, je dis souvent, quand il n'y a pas d'obligation de vote, c'est souvent soit les gens les plus au courant de ce qu'ils peuvent avoir par la démocratie qui vont voter, et donc en général les plus éduqués, les gens qui défendent au plus leurs intérêts personnels. On l'a vu, j'ai écouté hier un reportage qui disait qu'aux États-Unis, le 1%, donc dans le 1% des personnes les plus riches, parmi ce 1%, 99% vont voter. Et donc ce sont les personnes qui ont le plus conscience de leur pouvoir qui vont voter le plus. Et donc par rapport à cette question sociale et socialiste, en général, les gens les moins, qui ont le moins de temps, les gens qui ont le moins d'éducation, se disent de toute façon ça sert à rien. Donc ils ne vont pas voter. Et c'est là que les socialistes perdent, parce que ce sont les personnes qui sont le moins au courant du fait qu'elles peuvent changer les choses. Ne vous inquiétez pas, les industriels, je peux vous dire qu'ils vont voter parce qu'ils savent, comme on le disait tout à l'heure, qu'ils ont un pouvoir d'influence sur leurs représentants. Et donc je peux vous dire que ceux-là vont voter. Donc moi je dis l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'un maximum de personnes aillent voter, parce que c'est là que les socialistes vont pouvoir faire la différence.